Saviez-vous que le son produit par une goutte d'eau qui tombe est en réalité une interaction complexe de forces physiques capable de générer un micro-impact avec une pression momentanée de plus de 1500 pascal sur une surface plane? C'est incroyable de voir comment quelque chose d'aussi commun cache une science aussi profonde, n'est-ce pas? Absolument, et ce n'est qu'un des innombrables bruits qui nous entourent quotidiennement. Du craquement d'une feuille au bourdonnement le plus subtil, chacun a une explication scientifique fascinante. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le top 10 de ces sons quotidiens que nous tenons souvent pour acquis. Nous dévoilerons la science derrière chaque bruit en explorant comment ils sont produits et comment notre cerveau les interprète. Commençons par le premier de notre liste, le son inconfondable du goutte à goutte d'un robinet. Ce son, souvent exaspérant, est bien plus qu'une simple nuisance acoustique. Il s'agit d'une séquence d'événements physiques hautement synchronisés. Tout d'abord, une goutte d'eau se forme à l'extrémité du robinet, maintenue par la tension surfacielle. La force de gravité l'étire progressivement jusqu'à ce que la tension surfacielle ne puisse plus supporter son poids. À ce moment-là, la goutte se détache et tombe. Le premier son que nous entendons est l'impact initial de la goutte contre la surface de l'eau ou du lavabo. Cet impact crée une petite dépression, une cavité temporelle dans l'eau. Immédiatement après, cette cavité s'effondre et forme une minuscule colonne d'eau qui s'élève brièvement. Lorsque cette colonne se rétracte, elle génère une petite bulle d'air qui reste piégée sous la surface. C'est l'effondrement de cette bulle qui produit le son caractéristique et net de plop ou tic que nous percevons. La fréquence et l'intensité de ce son dépendent de facteurs tels que la hauteur de la chute, la température de l'eau et le matériau de la surface d'impact. Un robinet qui goutte peut gaspiller plus de 75 litres d'eau par jour, ce qui équivaut à près de 28 000 litres par an. Ce goutte à goutte constant, qui est souvent d'1 seul millilitre toutes les 15 secondes, se traduit par une perte significative. Et la science des ondes sonores nous dit que la fréquence de ce son peut varier entre 500 et 2000 Hz, une gamme que l'oreille humaine est très sensible à détecter. Passons maintenant à notre deuxième son, le ronronnement attachant d'un chat. Ce n'est pas un son produit par les cordes vocales au sens traditionnel. Le ronronnement provient du larynx du chat, plus précisément de la vibration rythmique des muscles laryngés et du diaphragme. Ces muscles se contractent et se relâchent très rapidement, ouvrant et fermant la glotte. Ce mouvement provoque une séparation constante des cordes vocales, ce qui interrompt le flux d'air tant à l'inspiration qu'à l'expiration. Le résultat est une vibration continue qui produit le son de basse fréquence que nous associons au ronronnement. La fréquence des ronronnements félins oscille généralement entre 25 et 150 Hz. Il a été démontré que ces basses fréquences ont des propriétés thérapeutiques. Les vétérinaires et les chercheurs ont observé que le ronronnement peut accélérer la guérison des os et des tissus chez les chats. Des études suggèrent que le ronronnement n'indique pas seulement le plaisir ou le contentement. Les chats ronronnent aussi lorsqu'ils sont blessés, stressés ou lorsqu'ils mettent bas. C'est une façon de s'auto-apaiser ou même d'activer des processus de guérison interne, ce qui est fascinant d'un point de vue biologique. Passons au troisième son, le craquement des feuilles sèches lorsqu'on marche dessus en automne. Ce son, si évocateur de la saison, est le résultat de la fracture de la structure cellulaire de la feuille. Les feuilles sèches ont perdu la majeure partie de leur eau, ce qui les rend cassantes. Leurs parois cellulaires, composées principalement de cellulose et de lignine, deviennent rigides et fragiles. Lorsque nous appliquons une pression, ces structures rigides se brisent. L'air emprisonné dans les cellules végétales est libéré rapidement, créant de petites explosions de son. C'est une série de micro-fractures qui se produisent presque simultanément. Le type de craquement et son intensité peuvent varier selon l'espèce d'arbre, la taille de la feuille et son degré de sécheresse. Une feuille de chêne, par exemple, aura un craquement différent de celui d'une feuille d'érable, en raison de leur structure différente. Et comment l'humidité résiduelle affecte-t-elle le son produit par les feuilles sèches ? Même une petite quantité d'humidité peut rendre les feuilles plus flexibles et moins susceptibles de craquer, amortissant ainsi le son. La science nous dit que l'élasticité du matériau joue un rôle crucial dans la façon dont l'onde sonore se propage lors de la fracture. Maintenant, parlons du quatrième son, le son relaxant de la pluie qui tombe. Ce son n'est pas aussi simple qu'il pourrait paraître, car il dépend de multiples facteurs. Le bruit de la pluie est la somme de millions de petits impacts. Chaque goutte d'eau frappe une surface et chaque impact génère une onde sonore. L'intensité et le type de son varient considérablement selon la taille des gouttes et la vitesse à laquelle elles tombent. Une brume douce produit un murmure constant et uniforme, alors qu'une pluie torrentielle crée un vacarme plus fort et chaotique. La surface sur laquelle tombent les gouttes est également déterminante. La son sur un toit métallique sera très différent de celui sur la terre molle ou sur la surface d'un lac. Par exemple, les gouttes tombant sur l'eau peuvent créer de petites bulles d'air en s'immergeant.
L'effondrement de ces bulles contribue significativement au son que nous percevons. Il a été prouvé que les plus grosses gouttes de pluie, d'un diamètre d'environ 4 mm, produisent le son le plus fort lors de l'impact. Ce phénomène est dû au fait qu'elles sont suffisamment grandes pour piéger des bulles d'air sous la surface, mais pas assez grandes pour se déformer excessivement lors de l'impact. Beaucoup de gens trouvent le son de la pluie relaxant, et cela est attribué à sa nature de bruit blanc ou bruit rose qui masque d'autres sons perturbateurs. Cet effet est utilisé dans les thérapies sonores et les applications pour dormir, ce qui démontre son impact sur notre bien-être. Continuons avec le 5e son, le sifflement distinctif d'une bouilloire lorsque l'eau bout. Ce son est un exemple classique de résonance acoustique. Lorsque l'eau bout, elle se transforme en vapeur. Cette vapeur sous pression s'échappe par une petite ouverture dans le bec de la bouilloire qui est conçue pour agir comme un sifflet. Au fur et à mesure que la vapeur passe par ce bec, des tourbillons et des turbulences sont générés. Cela provoque la vibration rapide de l'air et de la vapeur à l'intérieur du bec. Le bec est conçu avec une cavité résonante. Cela signifie qu'il existe une fréquence particulière à laquelle l'air à l'intérieur préfère vibrer. Lorsque le débit de vapeur atteint la vitesse et la pression appropriées, les vibrations de la vapeur correspondent à la fréquence de résonance de la cavité. Cela amplifie considérablement le son, produisant le sifflement aigu que nous connaissons tous. Le principe est similaire à celui d'une flûte, où le flux d'air fait vibrer une colonne d'air à l'intérieur de l'instrument. La pression de la vapeur à l'intérieur d'une bouilloire peut atteindre des valeurs d'environ 100 000 pascals au-dessus de la pression atmosphérique normale avant que le sifflement ne soit perceptible. Cela équivaut à une augmentation d'une atmosphère de pression, ce qui indique la force avec laquelle la vapeur est expulsée. Le son peut atteindre jusqu'à 80 décibels, ce qui est suffisant pour alerter quelqu'un dans une autre pièce. Passons au 6e son, le clic satisfaisant d'un interrupteur de lumière. Il s'agit d'un son mécanique produit par l'interaction de plusieurs petites pièces à l'intérieur de l'interrupteur. Lorsque nous appuyons sur un interrupteur de lumière, nous activons un mécanisme interne. À l'intérieur de l'interrupteur, il y a un ressort et 2 contacts métalliques. En déplaçant l'interrupteur, le ressort accumule de l'énergie potentielle. Une fois qu'un certain point d'inflexion est dépassé, le ressort libère rapidement cette énergie rapidement. Cela provoque le choc des contacts métalliques l'un contre l'autre avec force et rapidité, fermant ou ouvrant le circuit électrique. C'est l'impact soudain de ces contacts métalliques qui génère le son de clic. L'intensité et le caractère du clic peuvent varier. Cela dépend de la qualité des matériaux, de la force du ressort et de la conception du mécanisme interne de l'interrupteur. Un interrupteur de haute qualité a souvent un clic plus net et défini. Cela est dû à une ingénierie plus précise et à un meilleur couplage des pièces. Les interrupteurs modernes intègrent parfois des amortisseurs pour réduire le son. Cependant, de nombreux concepteurs conservent le clic car ils fournissent une importante rétroaction auditive à l'utilisateur. Cela nous donne la confirmation que l'action d'allumer ou d'éteindre la lumière a été effectuée correctement. La force nécessaire pour activer un interrupteur de lumière moyen est d'environ 5 à 10 newtons. Cela équivaut à la force qu'il faudrait pour soulever un objet d'environ 500 grammes à 1 kg. Et la vitesse à laquelle les contacts s'unissent est d'à peine quelques millisecondes, ce qui explique la netteté du son. Notre 7e son nous amène dans le monde des insectes, le bourdonnement d'un moustique. Ce son, souvent irritant, est le résultat du battement rapide des ailes du moustique. Les moustiques battent des ailes à une vitesse étonnante. Les femelles, qui sont celles qui piquent, le font à une fréquence comprise entre 300 et 600 Hz. Certains mâles peuvent même atteindre des fréquences allant jusqu'à 1000 Hz. Chaque fois que l'aile se déplace vers le haut et vers le bas, elle déplace l'air autour d'elle. Ce déplacement d'air crée de petites ondes de pression qui se propagent comme un son. La persistance et le ton aigu du bourdonnement sont dus à la haute fréquence de battement. Le bourdonnement n'est pas seulement un sous-produit, c'est aussi un outil de communication crucial pour les moustiques, en particulier pour trouver un partenaire. Les mâles peuvent détecter le bourdonnement des ailes d'une femelle de leur espèce et l'utiliser pour la localiser dans l'obscurité. Est-ce que vrai que le son du bourdonnement est différent entre les moustiques mâles et femelles? Oui, la fréquence du battement d'ailes est différente, ce qui permet aux moustiques de distinguer les cerces et de trouver des partenaires appropriés pour la reproduction. Un moustique peut battre des ailes jusqu'à 800 fois par seconde. C'est incroyablement rapide, générant une vibration d'air si constante que nos oreilles l'aperçoivent comme un bourdonnement aigu.
Et le volume de ce bourdonnement dépasse rarement les 10 ou 20 décibels, ce qui le rend très subtil mais ennuyeux en raison de sa persistance. Passons au 8e son, le bruit des vagues qui se brisent sur la plage. C'est l'un des sons les plus complexes et évocateurs de la nature. Le bruit des vagues est le résultat de la libération d'énergie qui se produit lorsqu'une vague rencontre la côte. Les vagues sont formées par le vent qui souffle à la surface de l'océan, transférant de l'énergie à l'eau. À mesure que les vagues s'approchent du rivage, la profondeur de l'eau diminue. Cela ralentit la partie inférieure de la vague, tandis que la partie supérieure continue d'avancer à sa vitesse d'origine. Cette différence de vitesse rend la vague plus haute et plus raide, jusqu'à ce qu'elle devienne finalement instable et se brise. Lorsque la vague se brise, de l'air est piégé à l'intérieur de la crête qui s'effondre. Cet air est comprimé puis libéré brusquement, créant le son caractéristique du fracas et du ressac des vagues. L'intensité et le type de son dépendent de facteurs tels que la taille de la vague, la pente de la plage et la présence d'obstacles sous-marins. Les vagues grandes et puissantes sur les plages escarpées produisent des sons plus forts et plus dramatiques. Tandis que les vagues douces sur les plages plates génèrent un murmure plus délicat et constant. Le bruit des vagues est un exemple de bruit blanc naturel avec une large gamme de fréquences qui peuvent masquer d'autres bruits environnementaux. C'est pourquoi de nombreuses personnes trouvent ce son incroyablement relaxant et l'utilisent pour méditer ou s'endormir. L'énergie cinétique d'une vague de taille moyenne peut être de plusieurs milliers de joules par mètre de crête. Lorsque cette énergie se dissipe en se brisant sur le rivage, une partie importante est convertie en énergie acoustique, générant le son que nous entendons. Le volume moyen des vagues qui se brisent peut varier d'environ 40 décibels sur un rivage calme à 70 décibels sur une plage avec de fortes vagues. Passons maintenant au 9e son de notre liste, le grincement d'une porte lorsqu'elle s'ouvre ou se ferme. Ce son, souvent associé aux films d'horreur ou aux vieilles maisons, est le résultat de la friction. Plus précisément, il se produit lorsque deux surfaces solides se frottent l'une contre l'autre sans lubrification adéquate. Dans le cas d'une porte, le grincement provient presque toujours des charnières. Les charnières sont composées de deux parties métalliques qui tournent l'une sur l'autre, reliées par un axe central. Avec le temps, le lubrifiant original des charnières peut sécher ou s'user. Lorsque le métal frotte directement contre le métal, la friction produit des vibrations. Ces vibrations sont transmises à travers la structure de la porte et du mur. Et finalement parviennent à nos oreilles sous forme de grincement. Le phénomène qui se cache derrière cela est connu sous le nom de stick-slip ou adhérence-glissement. Les surfaces adhèrent brièvement, la force augmente jusqu'à ce qu'elles se libèrent et glissent et ce cycle se répète rapidement. Ce cycle d'adhérence et de glissement rapide génère les vibrations que nous percevons comme le grincement. La solution la plus courante est d'appliquer un lubrifiant, comme de l'huile ou du graphite, pour réduire la friction et permettre un mouvement fluide des charnières. Le matériau de la charnière est-il un facteur déterminant dans l'intensité du grincement? Oui, les matériaux avec un coefficient de friction plus élevé et une surface moins lisse ont tendance à grincer davantage. Un grincement typique d'une porte peut générer des fréquences sonores allant d'environ 500 à 4000 Hz. Et la force de friction sur une charnière sèche peut atteindre 10 newtons, ce qui est considérable pour un mécanisme aussi petit. Enfin, le 10e son de notre exploration, le tic-tac emblématique d'une horloge. Ce son, synonyme du passage du temps, est un produit ingénieux de la mécanique de précision. Le tic-tac est généré par l'échappement, qui est le cœur d'une horloge mécanique. L'échappement est un mécanisme qui régule la libération d'énergie stockée dans le ressort principal de l'horloge. Au fur et à mesure que le ressort se déroule, il libère de l'énergie qui fait tourner une série d'engrenages. L'échappement permet à ces engrenages d'avancer seulement d'un petit pas à la fois à intervalles réguliers. Lorsque l'encre de l'échappement libère la roue d'échappement, nous entendons le tic. Et lorsque l'encre rattrape la dent suivante, nous entendons le tac. C'est un système de précision qui assure que l'horloge marque le temps de manière uniforme. La fréquence du tic-tac peut varier, mais de nombreuses horloges mécaniques modernes fonctionnent à une fréquence de 28 800 vibrations par heure. Cela se traduit par 8 tics par seconde, générant un rythme très constant. Les horloges à quartz, en contrepartie, ne produisent pas de tic-tac mécanique audible. Leur fonctionnement est basé sur les vibrations électroniques d'un cristal de quartz qui sont inaudibles pour l'oreille humaine. Les premières horloges mécaniques publiques, comme la grande horloge de la cathédrale de Salisbury datant du XIVe siècle, étaient célèbres pour leur mécanisme d'échappement bruyant. Le son du tic-tac dans de nombreuses montres bracelets anciennes pouvait atteindre 20 décibels ou plus, en particulier dans des environnements silencieux.
Chaque tic représente un micro-événement de libération d'énergie contrôlée, vital pour la mesure précise du temps. La régularité de ce son a été un ancrage pour la perception humaine du temps pendant des siècles. Il nous rappelle la marche inexorable des minutes et des heures. C'est vraiment fascinant de voir comment ces sons, si communs, sont une fenêtre sur les principes fondamentaux de la physique et de l'ingénierie. De la vibration d'une bulle d'eau au tic-tac d'une montre, chaque bruit raconte une histoire. Une histoire de la façon dont la matière interagit, comment l'énergie se transforme et comment notre monde se manifeste à travers les ondes sonores. Et les comprendre nous permettent d'apprécier encore plus la complexité et la beauté de notre environnement. Nous espérons que ce voyage à travers la science derrière les sons quotidiens vous a paru aussi révélateur qu'à nous. Si vous avez apprécié cette immersion profonde et appris quelque chose de nouveau, montrez votre soutien à Explorando. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les futures explorations. Mettez un j'aime à cette vidéo pour que plus d'explorateurs puissent la découvrir. Laissez un commentaire ci-dessous avec le son quotidien qui vous a le plus surpris. Et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils rejoignent également notre communauté d'explorateurs de la connaissance.